Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Thibaut et Alex. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si on vous a invité, c'est que vous avez lancé sur Facebook un rassemblement antifasciste pro-PMA et contre la manif pour tous, qui aura lieu ce dimanche 6 octobre à partir de midi sur la place de la République, en parallèle de celui de la manif pour tous. Comment ça va se passer exactement? Alors en fait, il y a un peu toute une histoire derrière. En fait, ça a commencé tout simplement à une conférence où on était un groupe d'amis à la conférence. C'était une conférence de la Horde, donc un collectif antifasciste. Et en fait, ils nous ont expliqué que la manif pour tous était un des plus gros mouvements sociaux des dernières années. Or, c'est un mouvement réactionnaire, quoi. Donc nous, c'est vrai que sur le moment, ça nous a surtout énervé. Et en fait, on a vu en août qu'ils commençaient à remobiliser par rapport à la PMA cette fois. Et donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On était un petit groupe d'amis militants, quoi. Et donc, on a lancé un peu cet événement sur Facebook, voyant qu'ils commençaient à mobiliser. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu un peu de monde qui est venu discuter sur la page de l'événement, beaucoup de gens qui nous ont contactés. À la base, notre projet, c'était bloquer en fait la manif pour tous. C'est-à-dire qu'on voulait, en gros, en termes de stratégie, c'était un peu simple, quoi. C'est-à-dire qu'on voulait avoir des gens qui bloquent autour, et puis des gens qui soient là pour assurer un peu la sécurité des gens qui bloquent, quoi. Sauf que, en fait, en termes du nombre de personnes, ça paraissait assez compliqué. Aussi, en fait, c'était envoyer des gens au charbon alors qu'on les connaissait pas forcément et qu'on savait pas forcément les conséquences que ça pouvait avoir. Du coup, on est plutôt parti sur un truc déclaré au final, un rassemblement déclaré en préfecture, à République, pour quand même pas leur laisser la rue ce jour-là. Et du coup, voilà, on en est là, en sachant qu'après, ça a permis aussi que plein de gens se rencontrent et discutent entre eux, et qu'il y ait potentiellement d'autres choses le jour J, quoi. Mais en tout cas, il y aura un rassemblement à République, dimanche. Alors, votre rassemblement, il est pro-PMA, il est contre la manif pour tous, mais il est aussi antifasciste, dites-vous. Est-ce que ça voudrait dire que vos adversaires, les anti-PMA, pour vous, sont des fascistes? Je pense pas que tous les anti-PMA sont des fascistes, mais dans la manif pour tous, il faut quand même se rendre à l'évidence, il y a aussi tout leur service d'ordre qui est assuré par plein de groupes skinheads, néo-nazis, tout ça. Et donc, faut dire les choses clairement, dans ce mouvement énorme, c'est quasiment tous des réacs homophobes, et il y a une grosse partie de groupes fascistes qui partagent les idéaux, quoi. En 2013, la Manif pour tous avait réussi à réunir plus de 1 million de personnes dans les rues de Paris. C'était ce que vous avez dit, hein, un des plus grands événements sociaux de ces dernières années. Là, on s'attend à beaucoup moins de gens dans les rues de Paris, même Christine Boutin le dit. Est-ce que finalement, vous vous dites pas que les pro-PMA ont d'ores et déjà gagné la bataille? Moi, je le vois pas comme ça, en fait. Je vois que aujourd'hui, en France, de toute façon, la France est un pays qui est relativement réactionnaire en général. Et en fait, la bataille, elle se passe pas uniquement sur la PMA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dimanche en tout cas, on va avoir des fascistes et des réactionnaires dans la rue. Et ça, c'est un problème. Et en fait, c'est pas un problème qui concerne uniquement la communauté LGBT. Cette semaine, on a quand même une actualité assez riche là-dessus. Il y a Zemmour qui a fait un discours que je pense on pourrait qualifier de hitlérien, quoi. C'est-à-dire que c'est des paroles vraiment terribles. Du coup, tous les médias disent « Oh là là, c'est terrible, etc. » Et qu'est-ce qu'on a le lendemain? Jean-Marie Le Pen à la matinale de France Inter. Donc en fait, on a quand même un espèce de montée à la fois des fascistes qui sont vraiment à l'extrême droite, et on sent qu'ils sont bien présents dans l'espace public et dans l'espace médiatique, mais aussi on a une montée de l'autoritarisme, on va dire au sein du gouvernement, avec une répression qui est extrêmement forte. Et donc, je pense que c'est un sujet, l'antifascisme, qui est tout à fait actuel, quoi. Est-ce que vous ne vous dites pas que le camp progressiste, enfin le mot est peut-être un peu impropre, mais le camp anti-réactionnaire n'est finalement pas assez mobilisé et que finalement on laisse la rue au camp réactionnaire? Oui, je suis assez d'accord, parce que justement, c'est pour ça que le but du rassemblement, c'est pas juste un rassemblement pro-PMA, c'est aussi un rassemblement antifasciste. Et que, pour revenir sur la question que tu as posée juste avant, c'est pas parce que la loi sur la PMA est passée qu'il faut laisser ce genre de personnes s'exprimer comme ça et répandre toutes ces idées homophobes partout. Enfin, moi je sais que c'est quelque chose qui compte, vu que je suis concernée directement, c'est quelque chose qui a vachement compté pour moi. Par exemple, je sais pas si je peux en direct parler de ça, mais pendant les manifestations contre la loi pour le mariage pour tous, quand t'es une personne queer ou LGBT+, et que t'as des gens qui manifestent dans la rue par milliers contre tes droits, en fait, c'est tellement
comment on dit, agressif. Enfin, tu te le prends direct dans la tête. Et si t'as personne en face qui se mobilise contre ça, bah tu peux te sentir super seul en fait. Et du coup, c'est super important de faire un truc antifasciste du coup et contre ce genre de manifestation. Même si la loi pour la PMA est passée, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un débat serein sur la PMA ? Est-ce que, par exemple, en 2013, vous auriez pu entendre les arguments de certaines personnes qui étaient opposées au mariage pour tous, comme aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable d'entendre les arguments de certaines personnes qui sont contre la PMA? Enfin, personnellement, je trouve que les arguments qu'il y a contre la PMA, c'est vraiment... On est en 2019, au bout d'un moment, il faut quand même évoluer de mentalité. Et il y en a la majorité, c'est que ce serait par exemple, pour ouvrir la PMA au couple de femmes, ce serait l'enfant manquerait d'un père. Mais déjà, ça ignore complètement la situation de milliers d'enfants qui, en fait, sont élevés par des mères célibataires, ou même parfois par des pères célibataires. Donc, ça ignore complètement le fait que ces enfants, ils ont survécu, même ils ont très souvent des très bonnes vies. Et donc, c'est même insultant pour ces personnes-là. Et donc, c'est l'argument principal qui est utilisé pour s'opposer à la PMA pour les femmes célibataires et pour les femmes qui sont en couple. Et donc, je trouve que c'est un argument qui n'a pas lieu d'être. Et à part ça, il n'y en a pas beaucoup d'autres des arguments qui sont avancés quand même. Donc pour vous, le débat sur la PMA ne sert à rien? Pour moi, personnellement. Pour toi, je sais pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Ouais, je pense que j'aurais dit la même chose. Moi, il y a juste une chose sur laquelle je voudrais revenir. Tu as parlé du camp des progressistes. En fait, aujourd'hui, on a un gouvernement qui se dit progressiste. Et en fait, je pense que on a parlé de la montée d'un espèce d'autoritarisme et de la présence d'idées fascistes dans l'espace médiatique. Et en fait, il faut quand même garder en tête que le libéralisme, parce que là on parle d'un progressisme libéral en fait, la République en marche, le libéralisme fonctionne extrêmement bien avec le fascisme. C'est-à-dire que c'est une assurance vie. Pour les élections, on a bien vu que c'était utile à Jacques Chirac, ça a été utile à Macron. Donc c'est une assurance vie pour être élu. Et puis surtout, en fait, le fascisme, certains auteurs ont théorisé aussi le fait que c'était, l'aboutissement, ou en tout cas le libéralisme en temps de crise, pouvait très bien s'accommoder du fascisme pour reprendre du poil de la bête, quoi. Donc en fait, je pense que le progressisme aujourd'hui, on pourrait aussi l'analyser. Et pour moi, un progressisme libéral, c'est pas ce que je qualifierais de progressiste, quoi. Ou en tout cas, ça sera pas un progressisme qui va se déclarer antifasciste, très clairement. Alors, le projet de loi bioéthique a commencé sa navette parlementaire et certains articles ont même d'ores et déjà été votés, notamment par exemple l'article qui ouvre la PMA aux femmes seules ou aux femmes en couple de femmes. Est-ce que vous êtes satisfait de ce projet de loi ou est-ce que vous vous dites qu'il aurait pu aller encore plus loin ? Moi, je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin, notamment sur la question d'ouvrir la PMA aux hommes trans, parce que un homme trans qui n'a pas subi d'opération peut encore porter un enfant, et je vois pas pourquoi ce serait pas accessible du coup, parce que très clairement, s'il y a la possibilité biologiquement de le faire, pourquoi ne pas ouvrir cette PMA à ces personnes-là? Et donc le débat, il a même pas duré très longtemps. Ça a été classé par la commission comme non, ça ne sera pas dans la loi. Alors qu'en vrai, si on ouvre la PMA à toutes, il faut l'ouvrir à tous aussi. Enfin, donc pour moi, je suis pas satisfaite à 100% de ce projet et je pense qu'on peut aller plus loin. Alors, il y a une autre forme de PMA, c'est la GPA. Je dis que c'est une forme de PMA parce que c'est une procréation médicalement assistée. Et dans d'autres pays, on dit que la GPA est une forme de PMA. Nous, en France, on fait comme s'il y avait une distinction énorme, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Est-ce que vous considérez que la GPA aurait dû faire partie de ce projet de loi bioéthique ? Enfin, en fait, à la base, la plus grosse critique contre la GPA, si je comprends bien, c'est vraiment, les gens parlent de marchandisation du corps des femmes. Des femmes, d'ailleurs, on revient au sujet des mecs transgenres qui peuvent aussi avoir des enfants, mais bon. Le plus gros problème que je vois dans ça, c'est que, en fait, si c'était légal en France, par exemple, on n'aurait pas les personnes qui veulent avoir accès à la GPA n'auraient pas à aller à l'étranger, et comme c'est beaucoup le cas, les personnes qui vont en Thaïlande et qui payent des femmes pour avoir un enfant. Et en fait, si on légalise ça, c'est les femmes qui décident quoi faire de leur corps. Et moi, je trouve ça totalement légitime. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avancer.
Je sais aussi que la PMA, elle était promise depuis des années pour arriver maintenant. La GPA, c'est pas encore dans les débats. Donc, ça m'étonne pas qu'elle soit pas dans la loi de bioéthique. Mais il faudra bien qu'elle arrive au bout d'un moment, quoi. Oui, juste pour revenir là-dessus, en fait, je pense que c'est un faux argument de toute façon. C'est-à-dire qu'on a des régulations. Donc, marchandisation ou pas, il suffit d'avoir la bonne régulation pour faire en sorte que, justement, en fait, ce soit juste les femmes qui puissent décider de leur corps, quoi, tout simplement. Ouais. Alors, vous organisez cet événement dimanche, mais c'est quoi la suite ? Je pense que, enfin, moi, pour la partie sur laquelle je suis concerné, je pense que je vais pas forcément dire trop de choses là sur la PMA, mais peut-être que tu auras des choses à dire, justement. Enfin, il y a justement cette histoire de GPA dont tu viens de parler. Après, la suite, en général, je pense que, justement, on parlait de l'élection de Chirac en 2002. Il y avait 2 millions de personnes dans la rue, en fait, quand il y a eu Le Pen au 2e tour. Là, l'élection de Macron, où étaient les gens en tout cas, ils n'étaient pas dans la rue. Du coup, pour moi, il y a un... Sur la partie, parce que tu as parlé de l'antifascisme, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que l'antifascisme va être amené à se réinventer, ou en tout cas à évoluer, ou à continuer à évoluer, je sais pas, pour que justement il y ait un aspect un peu plus populaire, en fait, et que les gens, en fait le débat qu'on avait juste avant l'interview, que les gens puissent en fait profondément se revendiquer antifascistes, parce qu'en fait, je vois pas où est le problème d'être contre ces idées-là, surtout quand tu juste regardes tes cours d'histoire, quoi, et que voilà, en fait, ils puissent avoir que les gens puissent se réapproprier en fait l'antifascisme, et que on laisse pas en fait des idées réactionnaires et des idées d'extrême droite prendre l'espace public, prendre l'espace médiatique et prendre l'espace d'internet aussi, parce qu'ils sont extrêmement présents dans ces espaces-là. Voilà. Pour la suite, ce serait plus concernant les luttes queer, enfin LGBT+. Vraiment, pas un renouveau parce que c'est déjà fait depuis pas mal d'années, par exemple par ACT UP, mais plus une remise en valeur, enfin beaucoup plus de gens qui rejoignent des luttes plus radicales, parce que cette année, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment parce que c'était les 50 ans de Stonewall qui avait lancé, c'était une émeute à la base, c'est ça, que maintenant ça s'est transformé en Pride, et on tombe trop dans la célébration, et ça c'est génial, mais au final, il faut aussi revenir un peu aux racines qui font que il y a toujours des discriminations, on le voit même dans la loi aujourd'hui, et du coup faut prendre les choses en main et agir de manière plus concrète et pas se reposer sur les acquis qu'on a, quoi. Et en fait tu me fais penser à un truc, c'est que à mon avis il n'y a pas que l'antifascisme qui va devoir se réinventer, mais il y a aussi les stratégies de lutte qui vont devoir mieux coexister, en fait, parce qu'aujourd'hui on a un vrai là il y avait la marche climat ça fait 2 semaines déjà. Et il y a eu tout un truc avec Greenpeace qui a quand même demandé aux gens de partir de la manif pour que les flics puissent arrêter les méchants Black Blocs. Et en fait, ça c'est quand même un symptôme d'une vraie maladie à gauche, si Greenpeace est encore de gauche. Parce que honnêtement, il y a différentes stratégies. Il y a une partie de stratégie non violente, il y a une partie de stratégie qui est plus violente, en sachant que dans les têtes de cortège, il n'y a pas de violence contre les personnes en général. Et encore, c'est un truc qui serait peut-être discutable. Enfin, il y a plein de débats à avoir en tout cas là-dessus, sur la diversité des stratégies, sur l'inclusivité aussi, parce que une stratégie plus vénère peut aussi amener à des gens qui vont pas réussir à s'inclure dedans. Donc en fait, comment on arrive à inclure tout le monde dans nos luttes et à respecter les stratégies de tout le monde. Et ça va être une vraie question dans la suite des luttes, quelle qu'elle soit, je pense. Merci beaucoup Thibaut et Alex. Merci. Merci beaucoup.